présente dans un grand fracas Jacques Brisson, qui est docteur en écologie, professeur d'écologie végétale à l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les plantes envahissantes, la restauration des écosystèmes et le rôle épurateur des végétaux en milieu humide. Alors, une belle main d'applaudissements pour Jacques. Et Jacques, dans le cadre de ce panel, tu vas avoir un rôle très spécial. Ça va être d'aider Daniel avec la contrôle du temps. Hein? Bon, c'est des blagues, là. Alors, maintenant, j'aimerais inviter Daniel Boudreau. Grande main d'applaudissements. Alors, toujours membre du conseil d'administration de la Société québécoise de phytotechnologie et anciennement responsable de l'analyse du potentiel des solutions climatiques fondées sur la nature chez Hydro-Québec. Alors, messieurs, vous avez un panel pour nous, des personnes nobles. Alors, je vais vous céder mon micro. Et on va inviter les gens du panel à venir ici, s'il vous plaît. Donc, le thème du panel, c'est de la théorie à la pratique, financement et déploiement à grande échelle des phytotechnologies. Mais il y a 3 thèmes particuliers ou 3 aspects qu'on va couvrir là-dedans. C'est les leviers gouvernementaux, l'état actuel des phytotechnologies et la séquestration du carbone des phytotechnologies. Puis pour ça, on a 5 experts qui couvrent un bel éventail d'expertise pour nous discuter de ça. Et pour présenter les experts, c'est Daniel qui va faire ça. Présenter le panel. C'est toi ça. Bon. Écoutez, rebonjour tout le monde. Donc, on va... il y a monsieur... Je vais commencer par ma liste qui est ici. On a monsieur John Kendall, qui était là ce matin. John, si tu veux monter sur la scène. John, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est un ingénieur forestier. Et c'est le directeur de l'innovation chez Carbone Terre à Terre et Down to Earth Carbone. Ensuite, vous allez avoir Madame Marie Duguay. Oui. Marie Duguay, qu'on a vu ce matin, qui est ingénieure chef de l'équipe d'infrastructure verte au service de l'eau de la Ville de Montréal. Donc, ensuite, on a Madame Catherine Fernette. Oui. Catherine est architecte paysagiste et présidente de l'APQ, donc c'est l'association, c'est l'aménagement? L'association des architectes paysagistes du Québec. Catherine, son expertise est principalement axée sur l'aménagement d'espaces verts en milieu urbain à des fins de gestion des eaux pluviales. Son rôle de présidente de l'APQ l'amène à se prononcer dans le débat public sur les enjeux touchant la protection du paysage, de même qu'à sensibiliser davantage les donneurs d'ouvrages aux aménagements respectueux de l'environnement. Ensuite, on a Mme Chloé Fredette. Chloé est conseillère scientifique et chargée de projet chez Québec Vert, et en plus d'être présidente de la SQP, pour ceux qui ne le sauraient pas. OK. Donc, Chloé, elle est docteure en sciences biologiques. Elle a développé une expertise en biologie végétale et plus spécifiquement au niveau des marais filtrants à effluent nul, entre autres. Là. Elle travaille aujourd'hui chez Québec Vert à accélérer le déploiement des infrastructures végétalisées au Québec. Ensuite, et non le moindre, nous avons M. Michel Labrec. Michel? Michel est conservateur et chef de division en recherche et développement scientifique au Jardin botanique de Montréal et professeur associé à l'Université de Montréal. Depuis plusieurs années, il conduit des travaux de recherche utilisant des plantes pour décontaminer des sols ou des eaux polluées, donc on appelle la phytoremédiation. Ces travaux de recherche ont contribué notamment à mieux faire connaître les phytotechnologies, en plus qu'il a déjà été sur le conseil d'administration. Là, on est dans les vieux de la vieille, là, comme on dit. Là. Alors, merci beaucoup. Évidemment, pour faire commencer un panel sur le déploiement des phytotechnologies à grande échelle, peut-être que la première chose qu'on devrait faire, c'est de savoir quel état de ce déploiement-là au Québec. Donc, est-ce qu'en termes de déploiement à grande échelle, on a un A+, est-ce qu'on a la note de passage, est-ce qu'on est des cancres?
Et pour commencer la discussion, peut-être que la première personne à qui je m'adresserais, c'est Chloé Fredette, parce que Chloé, dans le cadre de ses fonctions, elle a fait un inventaire de toutes les phytotechnologies. Donc, je pense qu'elle est bien placée pour commencer à nous donner une note sur où est-ce qu'on en est dans le déploiement des phytotechnologies au Québec. Absolument. Donc, effectivement, on a fait un inventaire. On ciblait 5 types de phytotechnologies, donc notamment les biorétentions, les toits verts, tout ce qui est plantation en milieu minéralisé, les murs verts et la stabilisation de berges. Et effectivement, là, si vous avez vu les résultats de cet inventaire-là, on voit vraiment, je le mentionnais ce matin, en fait, là, on voit vraiment une explosion du nombre de projets qui sont réalisés, notamment dans les municipalités. Vraiment de plus en plus de projets qui sont réalisés. On parlait de quelques projets par année il y a une dizaine d'années à plusieurs dizaines de projets par année qui se font maintenant. Donc, je pense que la cadence s'accélère vraiment. On le voit, on voit l'engouement des gens. Ne serait-ce que Marie, le nombre de projets que vous faites à la Ville de Montréal, je pense que c'est assez exceptionnel. Mais assurément, je pense qu'il y a place à l'amélioration. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour discuter là, de comment on pourrait accélérer encore plus. Mais je pense qu'on a dépassé l'étape du projet pilote. Là. On est vraiment rendu à l'étape d'implanter à grande échelle ces solutions technologiques-là. Ouais. Donc, un A, si je comprends bien. Pas tout à fait A+, mais un A. Pas tout à fait A+, mais oui, un A assurément. Est-ce que c'est l'impression que les autres ont? Est-ce que le A ou le A+ convient? Ou est-ce qu'on est trop en retard, Michel? Non, mais moi je dirais probablement que si on le faisait par catégorie de type de phytotechnologie, ça pourrait être assez différent. Il y a des phytotechnologies qui sont beaucoup plus facilement appréciées, puis peut-être plus faciles à mettre en place, puis qu'on voit. Je pense que la gestion la biorétention, la gestion des eaux pluviales, etc. Moi j'ai travaillé surtout en phytorémédiation, puis ça, j'oserais dire que c'est à l'extrémité du spectre d'acceptabilité, parce que enfin, on fait de la phytorémédiation pour traiter des sols ou des eaux contaminées, mais quand on travaille quand on veut décontaminer des sols, c'est une procédure qui est longue avec les plantes, puis qui fonctionne pas à 100%. Alors, quand on veut décontaminer un sol, ce qu'on attend, c'est que ça soit complètement décontaminé. Alors, j'ai beaucoup aimé la présentation de Clémence tout à l'heure parce que je m'y retrouvais beaucoup, parce qu'effectivement, on fait face à des attentes qui sont données souvent par des services d'ingénierie. Puis quand on fait des travaux de ce type-là, on a plus de difficultés à atteindre les objectifs qui sont attendus normalement, c'est-à-dire la rapidité du traitement, l'efficacité, les garanties aussi. Et ce sont toutes des choses qu'on a de la difficulté à donner. Donc, ça serait mon point de vue par rapport à la question qui est de base. Peut-être que je rajouterais juste un point. Oui, il est supposé marcher. Vous m'entendez? Moi, oui. Je vais essayer de parler. C'est bon, parfait, merci. Donc, je dirais aussi, j'ajouterais, quand on compare, on se console, on est très sévère envers nous-mêmes. J'ai l'impression, on peut avoir parfois l'impression qu'on n'avance pas assez vite. Par contre, on est beaucoup en lien avec d'autres municipalités comme la ville de Lyon, par exemple, avec qui on travaille beaucoup, puis qui viennent ici, on fait des voyages là-bas. Et on se rend compte qu'on est pas mal au même niveau d'avancement. On a tous des défis un petit peu différents, mais on est tous confrontés à la même chose. Ils trouvent que le travail qu'on fait est très bon, qu'on avance beaucoup, puis on trouve la même chose de leur côté. Donc, j'ai l'impression qu'il faut être indulgent aussi avec nous-mêmes. Puis, j'irai peut-être pas dans le A, j'irai dans le B+, personnellement, mais je trouve que c'est vraiment encourageant, en tout cas, tout le travail qui est fait au Québec. Je pense que j'évaluerais où est-ce qu'on en est exactement. On dirait que j'ai envie de le catégoriser par secteur municipal, institutionnel, résidentiel. Moi, c'est peut-être plus ce type de lecture-là auquel mon expérience m'amène à analyser l'état actuel des choses. Donc, au niveau municipal, je pense que clairement, les programmes de type Oasis ont grandement favorisé l'établissement de projets structurants et puis pilotes dans certains cas, puis on a pu évaluer l'avancement de ce côté-là. Du point de vue institutionnel, là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et dans le résidentiel ou plus secteur privé, alors là, on n'est pas là. C'est encore beaucoup de travail à faire puis de sensibilisation pour accélérer le déploiement de ces infrastructures-là. OK. J'avais une question un peu
peut-être pour les donneurs d'ouvrages. Moi, c'était un peu mon travail à l'époque quand j'étais chez Hydro-Québec. Comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner dans ces démarches-là? Parce que moi, depuis une quinzaine d'années à peu près là, que je suis avec la SQP, là, j'ai vu une évolution dans la recherche et tout ça, mais au niveau des donneurs d'ouvrages, donc ça peut être autant les gouvernements que les grandes municipalités, tout ça. Comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner là, pour la mise en place des solutions phytotechnologiques? Là? C'est quoi les pistes gagnantes? C'est quoi les actions les plus intéressantes? Travaillant pour un organisme qui vise justement à faire du transfert de connaissances puis de l'accompagnement, je pense que justement d'aller dans la diffusion de connaissances, c'est vraiment un aspect qui est super important. Puis je vais en parler à quelques reprises, là, probablement pendant le panel. On a fait une grande consultation cet hiver en vue de produire un livre blanc sur la végétalisation du Québec. Puis autant je pensais qu'on avait dépassé l'étape de sensibilisation, autant les commentaires qui revenaient le plus souvent, c'était vraiment le manque d'information, le manque de sensibilisation des différents acteurs des phytotechnologies. Donc, je pense qu'il y a vraiment encore un travail à faire au niveau, justement, de la sensibilisation, de donner de l'information aux gens. Les donneurs d'ouvrages, de leur côté, sont friands de ces informations-là. Ils cherchent des données, ils cherchent des arguments pour pouvoir les vendre après ça à leurs citoyens, à leurs actionnaires dans le cas de compagnies privées, etc. Donc, vraiment ne pas sous-estimer, là, même si on en a discuté, l'avancement des phytotechnologies se fait de façon très intéressante. Je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau de la diffusion d'informations. Donc, ça, c'est un levier, je pense, sur lequel on peut travailler. Puis, tout ce qui est le volet d'acceptabilité sociale va aller dans ce sens-là aussi. Donc, il y a encore beaucoup d'acceptabilité sociale à aller chercher, que ce soit au niveau des citoyens, mais encore une fois, les donneurs d'ouvrages eux-mêmes, on doit les convaincre d'adopter ces pratiques-là. Donc, c'est le point que j'apporterais là, à ce niveau-là. Oui. D'accord avec les commentaires de Chloé. Là, les donneurs d'ouvrages ont encore besoin d'accompagnement, de rendre la chose concrète. Et puis, moi, ce que j'ai pu observer ou ce à quoi j'ai pu me raccrocher, c'était justement lorsque l'organisme ou l'institution avait un plan de développement durable déjà en place. Mais là, à ce moment-là, on arrivait à leur proposer des solutions en leur mettant de l'avant qu'ils atteignent les objectifs. Et puis, il y a des opportunités qui se présentent. Donc, comme architecte paysagiste ou comme professionnel, on est là pour les aider aussi à faire des liens puis de rendre la chose un peu plus concrète, vulgariser, trouver des moyens là, de leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Puis, à l'interne, à ce moment-là, le chemin, l'idée fait son chemin. Puis, c'est beaucoup plus facile quand il y a déjà un plan directeur, un plan de développement durable, quelque chose en place là, qui nous permet d'accélérer la transition. Si je peux me permettre, moi ce que j'ai été confronté au fait aussi que parfois c'est des règlements ou des lois, en fait, l'obtention d'un certificat d'autorisation de la part du ministère de l'Environnement pour l'établissement de certaines phytotechnologies de traitement de l'exivia, d'eau polluée ou de sol contaminé. Effectivement, parfois, les réglementations nous freinent et puis évidemment le donneur d'ouvrage, s'il n'est pas autorisé à entreprendre ou à travailler avec cette phytotechnologie, c'est un frein énorme. Là, donc, et ça se produit aussi. Et le ministère de l'Environnement là, qui octroie les certificats d'autorisation, souvent ils vont nous dire, ou on va se faire dire, la preuve n'est pas vraiment suffisamment faite pour que nous considérions cette phytotechnologie comme une pratique acceptable. Et là, ça vient freiner le travail et puis l'obtention de l'ouvrage. Oui, ça demeure toujours un enjeu, hein, la reconnaissance de l'efficacité des phytotechnologies, surtout en phytoremédiation, là, où les délais sont très longs. Là. Pourtant, en tout cas, il me semble que depuis le temps, on devrait arriver à quelque chose. Je vais vous amener sur une question plus reliée au changement climatique. On le voit, là, depuis les dernières années, on a vu ce matin, là, on a des pluies diluviennes, on a aussi toutes sortes d'enjeux au niveau des îlots de chaleur et compagnie. À votre avis, là, comment les projets d'aménagement recourant aux phytotechnologies intègrent la dimension de la biodiversité et de la résilience au changement climatique comme tel? Est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, qui a été bien intégré? Est-ce que les changements climatiques sont pris en compte dans l'ensemble des ouvrages ou c'est quelque chose... peut-être Madame Maryse Duguay, peut-être, ça peut être intéressant d'entendre David là-dessus.
J'ai l'impression, puis pour faire un peu le lien aussi avec votre question précédente, c'est sûr que le rôle des phytotechnologies est important pour combattre les changements climatiques ou essayer de s'adapter aux changements climatiques. Très souvent, puis je fais mention aussi justement à l'acceptabilité sociale, j'ai l'impression qu'il y a un manque quand même. C'est difficile d'expliquer aux citoyens pourquoi une ville doit être rendue à implanter ce type de technique. Très souvent, quand on se présente en consultation publique, la première réaction du citoyen qui s'est fait inonder, c'est la ville n'a pas fait son travail. Donc déjà, conscientiser un citoyen qu'un système a une limite, puis qu'il va falloir poser des actions pour être capable d'être plus résilient, éventuellement implanter une eau qui va avoir un impact, d'enlever des places de stationnement, tout de suite le citoyen se braque rapidement. Donc ça, pour nous, c'est quand même un enjeu important pour être capable d'implanter à grande échelle des phytotechnologies à l'échelle de la ville. Maintenant, j'ai l'impression que oui, les phytotechnologies vont aider à remplir une multitude d'enjeux liés au changement climatique. Donc non seulement la gestion de l'eau, c'est mon thème, mais aussi les îlots de chaleur, justement, la qualité de l'air, la captation des CO2, comme on discutait ce matin avec les pluies de carbone. Donc c'est sûr que c'est une technique qui a tellement de fonctions, puis qui vient tellement adresser différents enjeux auxquels on est confronté, que c'est une des solutions qui me semble la plus importante à mettre en action. L'implantation de la biodiversité, oui, ça fait partie des approches parce que c'est un incontournable. Déjà, on est habitué de travailler avec la diversité pour permettre, surtout en phytotechnologie, parce que s'il y a une plante, par exemple, qui fonctionne moins bien dans une infrastructure, on peut pouvoir s'appuyer sur les autres, là, et de mettre juste une seule plante, ça ne serait pas stratégique. Donc oui, c'est une approche qui est à valoriser auprès des donneurs d'ouvrages. Quant à l'établissement, par exemple, d'un ensemencement versus poser là, du gazon en plaque, il y a des défis là, de ce point de vue-là aussi, parce que ça n'a pas le même aspect. Les premières années, c'est plus compliqué, ça se développe sur 3 ans. Déjà, là, moi, je suis dans le très concret. Là, aujourd'hui, lors d'une visite de chantier, par exemple, je reçois un appel pour me dire que l'ensemencement n'a pas le même aspect là, que d'habitude, que normal, on sait. Alors ça demande beaucoup d'explications, rassembler l'information, puis communiquer là, que c'est quelque chose qui s'établit sur le long terme, puis il y a des bénéfices sociaux et environnementaux associés là, à ces changements-là. Puis moi, je reviendrai peut-être un peu sur la question initiale qui est de savoir, de ce que je comprends, là, comment c'est intégré les changements climatiques puis la biodiversité dans l'aménagement. Puis je pense que tu le mentionnais, Catherine, je pense qu'on n'est pas au même niveau dépendamment de où on se situe. Donc, les municipalités commencent à être très avancées, très sensibilisées. Niveau institutionnel, un peu moins. Niveau résidentiel, encore moins. Donc, tu sais, je pense à Montréal, il y a l'arrondissement sud-ouest qui a intégré ce qu'il appelle un facteur de résilience climatique, je crois, lorsqu'ils évaluent les demandes de permis pour les aménagements résidentiels, commerciaux. Les aménagements doivent prévoir certaines actions pour augmenter la résilience au changement climatique des aménagements. Donc, ça, c'est un bel exemple de qu'est-ce qui peut se faire pour intégrer le changement climatique dans l'aménagement. Par contre, c'est un exemple, j'en connais pas vraiment d'autres en ce moment. Je crois que le BTER travaille là-dessus à la Ville de Montréal, là, sous toute réserve, je ne suis pas exactement au courant. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour intégrer ces concepts-là dans l'aménagement. Là, on est encore au très pratico-pratique. L'entrepreneur, il veut végétaliser son terrain, il va simplement... il n'y aura pas de considération là, de changement climatique. Ça ne lui est pas imposé de toute façon au niveau de la réglementation municipale. Donc, assurément, on n'est pas rendu à ce stade-là encore. Puis la biodiversité, je vous dirais que c'est encore plus loin que le changement climatique, là. On va parler, oui, de lutte aux îlots de chaleur, de gestion des eaux pluviales, mais la biodiversité, ça vient encore plus loin. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'intégration dans l'aménagement. Dernier petit point que je mentionnerais aussi, c'est justement
vous allez peut-être en parler plus tard dans le panel, mais toutes les modifications qu'il y a eu récemment dans la politique d'architecture et d'aménagement du territoire, puis les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, on y parle un peu de verdissement, mais très peu. Puis dans tout ce qui est la portion d'adaptation au changement climatique, on mentionne les infrastructures naturelles, qui, oui, évidemment, sont un aspect super important, mais à aucun endroit on parle d'infrastructures vertes, de phytotechnologie, alors que c'est un outil vraiment crucial, particulièrement dans les milieux bâtis où on les a plus, ces infrastructures naturelles-là, puis où c'est pas nécessairement possible de les réintégrer. Donc, voilà, pour répondre à la question, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que je peux me permettre? Bien, on est, par la base de nos formations ou par nos intérêts, on est tous écologiques, là, puis on veut tous des infrastructures les plus diversifiées possibles. Mais très souvent, les meilleurs résultats, malheureusement, des fois, on constate que une diversité d'espèces, ça ne conduit pas nécessairement aux meilleurs résultats. Je pense qu'on l'a constaté dans plusieurs de nos travaux, puis dans certaines recherches, on comparait des systèmes avec des compositions un plus grand nombre d'espèces, puis finalement, la monoculture était pratiquement, ou en fait, se comparait. Ceci dit, en termes de changement climatique, ce qu'on cherche, c'est évidemment des systèmes qui... Si on veut qu'une infrastructure agisse sur les changements climatiques, donc ça veut dire capter des gaz à effet de serre, là aussi, encore souvent, une composition très performante en croissance va capter plus de gaz à effet de serre qu'une composition diversifiée moins performante. Donc, il y a peut-être des bémols à mettre autour de ça, mais je pense que d'emblée, ce qu'on aime, c'est bien sûr, c'est d'avoir de la biodiversité dans les infrastructures qu'on utilise. Mais d'un point de vue performance, autant à l'égard de la performance photosynthétique que de l'établissement et la permanence de la structure, ça reste encore... enfin, moi, je reste à convaincre, puis j'ai testé des systèmes avec la prémisse qu'un système diversifié va être meilleur, et malheureusement, je n'ai pas toujours constaté ça. Souvent, ça se compare, puis des fois, même une monoculture faite d'une espèce très bien adaptée est plus performante. Oui, effectivement. Je peux confirmer pour les marais filtrants, c'est un petit peu la même chose aussi. Et c'est là qu'il faut regarder des fois la duplicité de plusieurs fonctions. Oui, une fonction épuratoire, mais aussi une fonction qui contribue à la biodiversité. D'autant plus qu'il me semble, et là, j'ai hâte de voir vos points de vue là-dessus, il y a quelques mots qui ont été faits sur la perception du public là-dedans. Parce qu'évidemment, si on veut faire du développement à grande échelle de phytotechnologie, la pression du public aide beaucoup quand le public est derrière. Puis depuis les dernières années et au-delà, il me semble que j'ai vu une grande amélioration au niveau de la sensibilité ou de l'intérêt du public envers le verdissement. Puis c'est peut-être lié au fait le captage du carbone, les changements climatiques, tous ces aspects-là, on entend beaucoup parler à la radio, à la télévision, dans les journaux. Et donc, peut-être que du point de vue très biaisé de lequel je fais « Wow, là, les gens sont ouverts à ça, tout ça. » Il y en a toujours qui vont détester les arbres en ville, là, on l'a vu lors de la première présentation. Mais est-ce que vous ne voyez pas une progression, une aide là-dedans, envers le public qui est de plus en plus demandant d'espaces verts, le no-mow-me, le fait de dire « OK, non, on ne tombe pas au mois de mai, on laisse les pissenlits ». Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est un moteur des phytotechnologies en ce moment ou c'est encore un frein? Puis ma version est très biaisée, le monde est trop contre ça. Est-ce que quelqu'un peut... Bien, assurément, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'acceptabilité sociale, là. Oui, je pense que ça va dans les deux sens. Donc, plus on en fait, plus on a de gens qui sont confrontés à ces infrastructures-là, puis qui vont réagir. Donc, je pense qu'une municipalité, probablement justement que Marie, tu pourrais plus en parler, mais à chaque fois qu'il y a un nouvel aménagement qui est fait, ben c'est une opportunité supplémentaire d'avoir des plaintes. Donc, je pense que ça va dans les deux sens, mais on avait déjà fait une étude chez Québec vert, puis on demandait aux gens à quel point ils étaient pour le développement des infrastructures végétalisées. Puis on voyait que je pense que c'était plus de 90% là, des répondants qui étaient en faveur de ces aménagements-là.
Mais dans la réalité, je pense qu'il y a encore beaucoup, là, on parlait de perte de stationnement, les aménagements biodiversifiés, les gens ont extrêmement peur des tiques, de l'aspect négligé, l'aspect de propreté et tout ça. Donc, oui, ça peut nous donner de l'élan dans un sens, mais ça provoque plus de réactions aussi qu'il y en avait par le passé parce qu'il y a plus de projets. Donc, je pense que ça va dans les deux sens, là. Oui, peut-être, en effet, je sens quand même une vague de positivisme. On le voit dans les journaux, par exemple, puis le politique le reprend très bien là pour rayonner par rapport à ces projets. On voit beaucoup de citoyens aussi qui filment, par exemple, nos infrastructures pendant la pluie, puis qui le mettent sous Twitter. Donc, on voit quand même, j'ai l'impression, vraiment une volonté ou un intérêt des citoyens. J'ai l'impression quand même qu'on est souvent dans la problématique de pas dans ma cour. Donc oui, la place où je vais pique-niquer le dimanche, j'ai envie qu'elle soit belle. Par contre, l'anneau que vous voulez venir implanter devant chez moi puis qui va m'enlever mon stationnement, là, ça a un impact direct sur ma vie. Là, je vois plus de réticence, justement. Par contre, souvent, la réticence, ça va se limiter à une poignée de personnes. Sur un projet, sauf que c'est cette poignée de personnes aussi qui va contester au niveau du conseil d'arrondissement. Puis je pense que ça doit être quelque chose de très lourd à porter aussi pour les élus qui sont confrontés à des citoyens qui sont très contestataires justement, puis qui crient les plus forts. Souvent ceux qui sont satisfaits ne vont pas forcément crier, mais c'est plus les autres. Ce que j'ai l'impression, par contre, c'est que même les contestataires, une fois que le projet a été implanté, au fur et à mesure, il va l'adopter. Donc c'est vraiment plus une crainte du changement, puis une fois que le changement a été fait, ça va mieux, ils voient les bénéfices, donc c'est quand même relativement positif, puis oui, c'est somme toute aidant quand même, j'ai l'impression. En effet, moi aussi, si je relate certaines expériences liées au quartier sud de Saint-Charles-Borromée, où la population est, dans certains secteurs, un peu plus vieillissante. C'est certain là, que les gens étaient à la base très, très, très sceptiques, malgré tous les efforts de sensibilisation que la Ville avait mis en place avec une roulotte d'information. Et puis, donc, pour certaines personnes, on reculait, là, parce que l'innovation, c'était de fermer les canalisations. C'était pas de les ouvrir à ciel ouvert, là. Donc, la population était sceptique d'un certain point de vue. Puis de d'autres points de vue, on avait des gens qui voulaient s'approprier en allant planter eux-mêmes des plantes dans les noues végétalisées. Alors, puis peut-être que, est-ce que c'est là qui est les efforts de sensibilisation? Est-ce que ça ne serait pas dans la participation à l'appropriation de ces infrastructures-là? Est-ce qu'il y a des projets pilotes sur l'appropriation qui pourraient être mis? Parce que si on sent que ça commence à être de plus en plus répandu, et puis que les infrastructures, il y en a un peu partout, puis on les suit de plus en plus, est-ce que maintenant, ça ne serait pas des projets pilotes sur l'appropriation qui serait intéressant de voir en distribuant des plantes? On peut peut-être surfer sur le retour à la terre, instaurer des activités communautaires autour de ces infrastructures-là. Donc, je pense qu'il y a une portion de la population qui pourrait se reconnaître dans l'implication. Peut-être que je compléterai aussi avec 2 éléments. Je compare souvent Montréal avec une MRC pratiquement parce qu'on a 19 arrondissements qui travaillent de façon très différente. Donc ça nous permet de voir aussi un grand ensemble. Et il va y avoir des secteurs comme Rosemont par exemple où les citoyens sont fans de ce type de choses-là puis justement participent à l'appropriation citoyenne. Puis d'autres secteurs que je nommerai pas qui sont plus réticents justement en termes de population. Donc j'imagine qu'à grandeur du Québec, ça va être un petit peu la même chose. J'aime beaucoup l'approche de Victoriaville qui a développé justement un plan en lien avec les infrastructures vertes puis qui ont 3 modèles de nous.
Puis ils ont une noue très simple, juste du gazon, une noue avec de l'ensemencement, puis une noue avec beaucoup de vivaces. Puis ce qu'ils disent, c'est que pour l'instant, la seule chose qu'ils sont capables d'implanter la plupart du temps, c'est celle avec le gazon, parce qu'au moins le citoyen, il n'est pas emmené avec des défis d'entretien. Il tombe comme d'habitude. Puis petit à petit, du coup, ils vont essayer d'augmenter la biodiversité à travers d'autres végétaux, en y allant pas à pas pour habituer les citoyens aussi à ce changement de paradigme. OK, j'aurais une question pour M. John Kandel. On a parlé du marché carbone ce matin. On sait que la Ville de Montréal, comme d'autres grandes villes, des industries, tout le monde vise un peu la carboneutralité. Ça dépend des horizons. J'ai vu ce matin que Desjardins visait la carboneutralité en 2040. Donc, j'aimerais savoir, M. Kandel, selon vous, là, dans le marché du carbone, quelles sont les conditions gagnantes pour accélérer le développement des solutions climatiques fondées sur la nature? Comment le marché du carbone peut aider à développer toutes ces solutions-là, notamment dans le milieu autochtone ou dans le milieu agricole et compagnie? Je vais prendre celui-là. On va le garder. Oui, bon, c'est une bonne question, Daniel. Donc, je pense que le marché carbone, si c'est équitable, c'est bien structuré, c'est à l'écoute de la population. Donc, c'est nous, le projet que nous faisons au Québec, Raymond, on essaie de mettre les communautés autochtones ou non autochtones, par exemple dans le sud du Québec, dans le projet agroforestier, de faire de sorte que ça émane de eux, ça vienne de eux. Et donc, ces activités-là, quand j'étais au North American Carbon World il y a 4 semaines à San Francisco, où il y a une justice sociale, où il y a une implication de la population dans les projets de restauration des aires dégradées, des friches ou des échecs de régénération dans le nord du Québec, il pourrait y avoir une bonne intersection entre les entreprises progressives comme Microsoft qui pourraient venir soutenir le milieu rural et aussi urbain, le projet urbain pour complémenter, ajouter des ressources financières à travers des préachats de bénéfices climatiques qui viendraient des actions de restauration des aires dégradées, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural au sud du Québec, où c'est 500 000 hectares de chaque régénération dans la zone boréale. Donc, il y a le potentiel de ça, mais il faut de sensibilisation. Moi, je viens de Colombie-Britannique. Le crédit de carbone, c'est péjoratif chez nous, en Colombie-Britannique, parce que tellement qu'il y a eu des abus, puis il y a beaucoup de monde, de citoyens qui pensent que c'est un échappatoire, qu'on devait mettre toutes nos actions dans la réduction des émissions. Personnellement, je ne le vois pas comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs voies, et la décarbonisation atmosphérique doit aussi passer par la restauration des aires dégradées, parce que ça donne une opportunité en même temps pour les communautés inues, des communautés Cree, Québec et d'autres qui sont à la ligne de front lines du changement climatique, de participer, d'ajouter leur savoir et aussi d'ajouter leur valeur dans la façon que le territoire autour de chez eux soit géré. Donc, c'est un tout. Et donc, si on regarde ça comme un tout, je pense que le marché carbone volontaire pourrait jouer un rôle positif dans ça. Est-ce que, pour le carbone, je sais quand on parle du milieu urbain, on n'entend pas beaucoup parler de l'intérêt de la fixation du carbone dans les outils phytotechnologiques. Est-ce que c'est un peu un moteur? Est-ce que ça fait juste partie d'une ligne qu'on met dans le cas des avantages, mais qu'on ne mesure pas vraiment? Ou est-ce que c'est vraiment un moteur qui l'est peut-être pas en ce moment, mais qui pourrait devenir quelque chose qui pourrait aider au développement des phytotechnologies en ville ou non? Je pense de plus en plus, parce qu'il y a un intérêt plus grand, c'est valorisé de plus en plus, c'est mis en contexte.
Mais je sais que nous, dans certains projets où on avait fait des approches de phytorémédiation, ce n'était pas un critère qui était priorisé, mais on s'adapte, puis on est opportuniste, là, mais on voit qu'il y a effectivement de l'intérêt. Puis on regarde effectivement comment les végétaux avec lesquels on travaille sont capables donc de fixer du carbone, puis de produire de la biomasse. Donc on se dit, plus ils produisent de la biomasse, plus ils fixent du carbone, donc mieux c'est pour le climat. Mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe dans le sol. Et là, c'est intéressant parce que la prémisse qu'on avait, c'est qu'une plante très, très productive va avoir... là, je vois quasiment le punch d'un étudiant qui travaille avec nous, là, mais Jérôme, qui est là dans la salle. Mais on n'a pas encore tout à fait les conclusions, mais ce n'est pas tout à fait le même scénario. À notre grande surprise, on trouve un autre portrait. Donc, on disait souvent, on néglige ce qui se passe dans le sol, puis les plantes très productives doivent aussi stocker du carbone dans le sol. Alors, on a l'impression que c'est un peu l'inverse, que l'activité de croissance est tellement forte qu'il n'y a peut-être pas tant d'activités microbiennes qui minéralisent le carbone dans le sol et puis qui le stockent. Mais c'est peut-être un peu prématuré, mais c'est un peu ce qu'on trouve à notre grande surprise. Alors, on a encore des surprises, ce qui est amusant de faire de la recherche. Nos hypothèses, des fois, ne se vérifient pas toujours. Mais pour répondre plus directement à ta question, oui, ça devient une chose qu'on intègre dans nos approches et qu'on valorise et qu'on met de l'avant et qui nous donne un peu de crédit aux yeux des donneurs d'ouvrages ou alors des considérations qu'on apporte aussi quand on vend nos phytotechnologies. Ça en est une importante dans le contexte des changements climatiques. Il n'y a pas de doute. Oui, bien, je pense que c'est très intéressant. On a vu ce matin la présentation de Simon là, avec le programme de carbone riverain. Je pense que c'est un très bel exemple de comment on peut utiliser les phytotechnologies pour venir séquestrer du carbone et monétiser tout ça, ce qui va faire un levier financier exceptionnel, en fait. Puis je pense que éventuellement, il y aurait possiblement une opportunité pour tout ce qui est foresterie urbaine de venir s'attacher à ce créneau-là. Donc, quand on parle de campagne de verdissement institutionnel, comme la Sauverdie, par exemple, la campagne ILO du Creux Montréal, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Je suis pas sûre que ça s'applique à toutes les phytotechnologies, mais je pense que justement la phytorémédiation qui produit de la biomasse arborescente, de la biomasse ligneuse en grande quantité, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Puis ça vient un peu avec toutes les notions d'éco-fiscalité auxquelles on peut penser, qui sont un levier hyper important à considérer pour l'avenir des phytotechnologies, parce que on le sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, puis ça passe par là. Souvent, c'est ça qui fait qu'un projet passe ou ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on a l'argent pour? Est-ce qu'on a l'argent pour l'entretenir? Donc, je pense que avec toutes les connaissances, les petites connaissances que j'ai par rapport au marché du carbone, je pense que ça peut vraiment être un levier intéressant là, pour le développement de certaines phytotechnologies comme les arbres de rue, la phytorémédiation, les haies brise-vent, par exemple, etc. Mais nous, on a un projet qu'on conduit avec plusieurs partenaires là, sur des sites d'enfouissement et le critère de stockage de carbone, il est considéré. Il y a même un partenaire qui est un partenaire du milieu financier qui regarde justement les crédits carbone dus à la fixation du carbone dans les plantations qu'on fait pour le traitement des lixivias issus des sites d'enfouissement par des plantations de saules en particulier. Alors, oui, c'est considéré. Puis il y a des exemples de ça maintenant. Ça, je pense que c'est intéressant de voir ce que ça pourra donner. Oui. Juste pour... vous allez bientôt avoir la chance vous-même de poser des questions. On a quelques aspects encore à couvrir et ça va être bientôt votre tour. Évidemment, faire le développement à grande échelle de phytotechnologie, ça prend des sous. En écoutant la présentation de Marie Duguay, là, il y avait les PDI qui financent, et là, vous avez parlé d'un financement du ministère de l'Environnement important qui a permis beaucoup de choses. Bon, j'étais heureux d'apprendre ça parce qu'on a appris dernièrement, vous savez que le transport en commun ne fait pas partie des responsabilités du gouvernement provincial, mais je suis content de voir que, donc, que le développement des phytotechnologies au niveau urbain, au moins sur le domaine public, une grande partie du financement donc vient du provincial et non pas des villes elles-mêmes. Comment ça fonctionne au juste? Comment on peut penser à l'avenir des phytotechnologies? D'où va venir l'argent? D'où va venir l'argent? C'est une bonne question. Donc,
C'est sûr qu'on a eu la chance justement d'obtenir certains financements du ministère de l'Environnement. C'est-tu le programme Oasis dans ce cas-là? Non, c'était le programme d'économie verte, donc avant Oasis justement, qui va être arrêté au 31 mars 2025. Ça va être renouvelé avec un nouveau programme, la TCL, accélérer la transition écologique, je ne me rappelle plus l'acronyme exactement, qui par contre demande à ce que les municipalités développent un plan climat en premier lieu. Donc la ville de Montréal a un plan climat, mais pas selon les critères du ministère. Donc dans une première année, le Bureau de la transition écologique va travailler là-dessus. Puis ensuite, normalement, il devrait y avoir des fonds pour justement poursuivre le financement de tout ce qui est infrastructure verte. Ça nous pose un enjeu personnellement parce que justement, on est parti avec une belle lancée. Donc, ils nous ont donné de l'argent pour un délai très court, donc sans forcément beaucoup de vision à long terme. On avait 2 ans pour être capable de les investir. Développer des projets en 2 ans, c'est tout un défi. Mais par contre, ça nous offrait une belle ouverture parce que c'était un programme et non du financement spécifique pour des projets. Donc du coup, ça nous permet d'avoir une plus belle latitude. Par contre, pendant cette année où le plan climat va être développé, justement, ben là, il n'y a plus ce financement intermédiaire. Donc pendant 1 an, on se retrouve sans financement, ce qui va nous créer des enjeux justement pour être capable de poursuivre cet élément-là. Normalement, si je me place d'un point de vue pragmatique, je me dis, on y va par opportunisme. Donc normalement, les projets justement sont financés par la Ville de Montréal à travers leur fameux PDI, donc des budgets sur 10 ans. Et ajouter la gestion de l'eau, techniquement, ça coûte très peu d'argent supplémentaire. Donc faire une fosse d'arbre standard ou faire une fosse d'arbre en dépression plus bas que la rue, grossièrement, ça coûte la même chose. Le surcoût est pratiquement marginal. Donc, dans un monde idéal, on pourrait se dire que si on arrive à changer les pratiques, puis c'est surtout à ça que servait ce premier financement, à faire changer les pratiques, à développer les outils, techniquement, j'espère qu'on va être capable finalement à la fin de s'auto-financer par ce type de projet. Par contre, c'est sûr que commencer à faire tourner la roue, c'est ça qui est tout un défi justement pour les municipalités. Puis on le voit bien, là, en 2 ans, on a développé énormément d'outils, mais il y en a encore pour 10 ans pour être capable de tout consolider. Quand on regarde des municipalités comme Philadelphie, comme New York, le nombre d'outils qu'ils ont développés sont extrêmement importants. Ça touche tellement d'éléments, ça touche, oui, le génie civil pur, mais ça touche les végétaux, ça touche la captation du carbone, comme vous disiez, un sujet qu'on n'a pas du tout regardé actuellement. Ça touche les sols, donc il y a tellement de développement à faire encore que, idéalement, il faudrait poursuivre d'avoir du financement comme ça au niveau provincial. Il y a quand même énormément de financement, donc non seulement au provincial avec Oasis, la TCL, il y a aussi le fédéral qui offre du financement justement à travers le fonds d'atténuation des changements climatiques. Mais ce qui est toujours difficile et la chance qu'on a eue, c'est que si c'est pour des projets spécifiques, alors on reste dans du ponctuel, on reste quand même dans du projet pilote, dans de l'exceptionnel, tandis que quand on est sous une forme de programme puis qu'on peut vraiment faire changer de façon systématique tous les projets, c'est là où on va être gagnant à terme. S'il y a des gens dans la salle de plus petites municipalités qui auraient quelque chose à ajouter éventuellement à la période de questions, je vous demanderai de le faire parce que j'aimerais entendre aussi des points de vue de petites municipalités. Un autre problème, bon là, l'argent est là, par exemple, et là, on a vu, par ce qui se fait à Montréal et sans doute qui se fait partout, il y a tout d'un coup un engouement assez important pour le développement de certaines phytotechnologies, pour des projets, notamment de gestion des eaux pluviales. Évidemment, pour faire ces projets-là, ça prend des appels d'offres, ça prend des entrepreneurs. Et là, on entend, évidemment, il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est facile d'aller chercher les entrepreneurs qu'il faut, ou les architectes du paysage qu'il faut dans ces projets-là? Ou est-ce que, oui, on a l'argent, on a le projet, mais les entrepreneurs, soit qui n'ont pas tout à fait la formation, ou ils sont pas de suivre le train parce qu'il y a trop de demandes? Je peux peut-être commencer par répondre, puis en même temps, je compléterai ma première réponse justement par le signal qu'a lancé tout à l'heure l'arrondissement de Saint-Laurent. Ce qui manque beaucoup en termes de financement actuellement, c'est aussi tout le financement en lien avec l'entretien, puis le renouvellement des actifs.
Puis ça, c'est sûr que toutes les subventions qui sont actuellement sur la table, c'est toujours du financement ponctuel pour de la construction. De même, la Ville de Montréal construit, a du budget pour construire, mais n'ajuste pas son budget de fonctionnement en fonction des nouveaux actifs. Donc ça, c'est sûr que c'est un enjeu qui est particulièrement important. Maintenant, pour répondre à la question des consultants et des entrepreneurs, l'expérience qu'on a récemment, là, dans les 2 dernières années, c'est qu'on a énormément de soumissionnaires, autant au niveau des consultants qu'au niveau des entrepreneurs. Les prix rentrent dans ce qu'on avait planifié, donc c'est une bonne nouvelle. Je ne connais pas assez bien le marché pour expliquer pourquoi, mais vraiment c'est enthousiasmant. D'un point de vue d'expertise, là encore, c'est sûr qu'il y a beaucoup de firmes qui sont très qualifiées, beaucoup de firmes qui manquent encore de qualifications importantes en termes de phytotechnologie et autres. Par contre, on voit quand même une évolution d'un projet à l'autre. Je pense que c'est le rôle des donneurs d'ouvrage aussi de donner des feedbacks aux consultants et aux entrepreneurs pour dire clairement qu'est-ce qu'on attend, vers où on s'en va. Puis le marché s'ajuste, j'ai l'impression vraiment en termes d'expertise. Je vois vraiment une progression dans les formations qui sont offertes aussi, puis en termes de capacité des entrepreneurs. Mais vraiment la difficulté de former chacun des intervenants, on se concentre beaucoup sur les consultants, beaucoup moins sur les entrepreneurs. Il y a peu de formation pour les entrepreneurs en termes de phytotechnologie, ou un petit peu aussi sur l'entretien, où Québec Vert, si je ne me trompe pas, a offert des formations. Ça reste très ponctuel encore. Est-ce que le milieu de l'horticulture et le milieu de l'architecture du paysage suit aussi la demande à ce niveau-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'intérêt parmi vos membres envers le développement des phytotechnologies? Oui, j'ai beaucoup de réponses à toutes vos questions. Si je mets mon chapeau de présidente de l'association, c'est certain que notre rôle comme association, c'est de diffuser le maximum d'informations accessibles chaque fois. Puis merci à la SQP, merci à la Ville de Montréal qui ont développé des outils merveilleux, des dessins techniques qui favorisent grandement la diffusion de l'information, des formations, des cas concrets. Comme professionnels, ça nous aide beaucoup d'avoir un petit peu plus d'outils, surtout en région, parce que on parle des régions, je suis moi-même de l'Estrie, et puis dernièrement, dans le cadre d'un projet pour l'Université de Sherbrooke, on s'était servi des outils, j'avais rassemblé l'information pour convaincre, on avait le plan directeur de dire, bon, voici l'opportunité, on transfère les stationnements en stationnement vert, on l'essaie, OK, parfait. Mais dans l'équipe, l'ingénieur, c'est sa première fois, le client, c'est sa première fois, c'est en région, à l'extérieur, on est encore en train de parfaire nos connaissances, puis les ingénieurs ne connaissent pas tous la norme CSA. Il y a encore beaucoup d'informations puis de connaissances à acquérir au sein des équipes professionnelles. Puis, puis au niveau des entrepreneurs, puis la réalisation, c'est encore plus criant. Là, évidemment, là c'est carrément la première fois qu'on en entend parler, des entrepreneurs généraux, mais les paysagistes aussi. Même si nous, comme professionnels, on met du temps sur l'élaboration de détails clairs, et puis on est présent en surveillance. On arrive tout ça, c'est très embryonnaire là, pour ce qui est des techniques d'implantation des végétaux dans des pentes. C'est ça. Là. Il y a un suivi qui est à faire, puis il y a de la formation à acquérir, évidemment. Oui, je dirais aussi sur 2 aspects. Donc, effectivement, il y a tout le volet de la formation. Je pense que ça a été mentionné à de nombreuses reprises dans différentes consultations. On en a parlé assurément l'année passée aussi dans les freins. Je pense qu'il manque encore de formation, la formation initiale, donc notamment au niveau des ingénieurs, même les architectes paysagistes. Je crois qu'il y a vraiment des belles avancées qui sont faites, puis c'est des acteurs super importants dans la conception des phytotechnologies, mais assurément, il y aurait de la place pour 1 ou 2 cours de plus, je pense, au bac en architecture de paysage. Puis c'est pas pour pointer qui que ce soit du doigt, mais donc je pense qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration de la formation. Mais je suis contente de voir qu'à la Ville de Montréal, ça semble suivre la cadence. Donc on dirait que
organiquement, la filière s'organise. Les gens le voient que c'est ça la demande, veut pas, les gens vont continuer de vouloir soumissionner sur des projets. Donc, si c'est ça le type de projet qu'on leur présente, bien, ils n'auront pas le choix de s'adapter. Donc, veut pas, la filière s'organise. Mais je pense qu'effectivement, au niveau de la réalisation des travaux, je pense que c'est peut-être là qu'il y a le plus gros enjeu parce que c'est des gens à qui on n'est pas habitué nécessairement de parler. On parle des entrepreneurs en construction, les paysagistes qui sont très occupés sur le terrain, qui sont toujours dans le feu de l'action. Puis nous, chez Québec vert, ça fait partie des gens qu'on représente, les paysagistes. Puis moi-même, j'ai de la misère à les rejoindre pour les faire participer à mes projets de transfert de connaissances, leur diffuser l'information, leur donner de la formation. Donc, je pense qu'au niveau de la réalisation des projets, là, c'est peut-être un enjeu supplémentaire. Au niveau de l'horticulture, par exemple, c'est intéressant, il y a beaucoup de formations qui se développent pour tout ce qui est le volet entretien. Donc, par exemple, les horticulteurs maintenant sont formés, ou du moins, ils ont accès à de la formation sur les phytotechnologies, notamment sur l'entretien des phytotechnologies. Donc, ça aussi, je pense que ça se met en place graduellement. Mais donc, c'est ça. Pour la réalisation, là, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Ben, l'élément que, puis je me rappelle plus de mes chiffres là, mais ce que j'ai montré ce matin, c'est-à-dire que sur les 500 saillies qu'on a construits, il y a juste 25%, si je me trompe pas, où les niveaux étaient parfaits. 75% c'est trop haut ou un petit peu trop haut, ça aurait dû être plus bas. C'est que l'entrepreneur, il l'a pas compris comment ça fonctionne. Donc, je veux dire, là, on est échec et mat. Là, il faut vraiment qu'on aille former les entrepreneurs. OK, je vais revenir sur une question plus basique. Non, mais c'est vrai, c'est normal, on est dans les phytotechnologies, mais au niveau fédéral, il y a un programme 2 milliards d'arbres qui a été mis en place. Ils ont développé un volet autochtone tout récemment parce qu'on ne réussissait pas à planter les arbres qu'on voulait planter, à laquelle on finance 100% tous les projets de reboisement là, auprès des communautés autochtones. On a mis un 500 millions là-dessus. Le 2 milliards d'arbres, ils sont associés aussi avec Arbres Canada puis la Fédération canadienne des municipalités. Puis, au partir de la mi-juin, il va y avoir un programme pan-canadien pour l'augmentation de la canopée dans l'ensemble des villes et des villages à travers le Canada et le Québec. Bref, on va avoir besoin de beaucoup d'arbres qu'on ne produit pas présentement. Fait que j'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus, là, parce que ça, c'est un enjeu majeur, à mon sens. Je vais peut-être te décevoir, mais lors de la COP 15 sur la biodiversité, il y a eu un débat là-dessus sur des programmes dans le monde entier qui sont, là, c'est la course à celui qui offre le plus, qui a le plus d'ambition entre l'Australie, la Finlande, le Canada, les États-Unis. Chaque pays a son programme de milliards d'arbres de plantés. Et la conclusion que les scientifiques spécialisés dans le domaine, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est pas en planter, on devrait prendre plus soin de nos forêts, de gérer mieux nos forêts, de gérer mieux l'exploitation forestière, d'éviter les feux de forêt. C'était beaucoup plus ça la problématique que de se donner bonne conscience en plantant beaucoup d'arbres. Moi, ça m'a un peu ébranlé parce que j'avais un peu dans l'idée que c'était une bonne idée, mais depuis, je suis un peu aussi en questionnement par rapport à ces stratégies de planter beaucoup d'arbres, surtout quand j'entends que le programme de 2 milliards d'arbres a donné beaucoup d'argent à certaines propositions qui ont planté beaucoup d'arbres, mais pas nécessairement au bon endroit, pas nécessairement productifs, pas nécessairement pour reconstituer des forêts. Alors, moi, je m'interroge sur ces programmes-là, sans dire que c'est pas bon, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on plante beaucoup d'arbres qu'on va régler le problème des changements climatiques. J'aimerais entendre M. Kendall là-dessus parce que on a eu notamment dans le nord du Québec environ 5 millions d'hectares qui ont brûlé. Hein, et il y a beaucoup d'endroits où on a des échecs de régénération. Donc, il y a quand même des nécessités de replanter. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. C'est quoi votre vision, M. Kendall? Oui, Daniel, bon, je partage les soucis exprimés d'un collègue, qu'il faut vraiment que n'importe quel programme comme ça doit être bien orienté, donc ça doit être science-based et
Et ça n'enlève pas le devoir de faire une meilleure conservation, une meilleure gestion. Quand on fait l'épinette noire mur à mur dans la zone boréale, donc on a des millions de hectares qui ne vont pas atteindre la maturité sexuelle jusqu'à 50 ans. Puis on nous a dit toujours, mais ces jeunes plantations d'épinette noire ne brûlent pas. Maintenant, on voit que oui, ça brûle. Il y a 500 000 hectares dans la zone productive de Québec qui ont brûlé l'été passé. Donc, c'est sûr, juste pour revenir à ce que le collègue a dit, je suis d'accord avec lui. Mais aussi, je pense qu'une n'empêche pas l'autre. Donc, je pense qu'il y a, oui, le catastrophe nous a éveillés sur le fait que la zone boréale est sur un point de bascule, mais les communautés qui vivent là et qui dépendent justement des forêts pour les économies traditionnelles et aussi des communautés non autochtones. Donc, il y a, eux, justement, souhaitent d'être la communauté Innu à Québec, toutes les communautés autochtones au Québec souhaitent d'avoir leur mot à dire et d'être pleinement impliqués dans la restauration de leur territoire traditionnel. Et je pense que ces valeurs-là, donc si on est capable de 2 milliards d'arbres pour soutenir le développement de capacité, l'infrastructure nécessaire, comme on a dit, on ne produit pas de boules de papier, on ne produit pas de sapeurs-pompiers parce que le sens que l'industrie forestière au Québec ne trouve pas ça intéressant, mais pourtant, il y a plein de valeurs. Donc, il y a plein de, si on parle de phytotechnologie, utilisation de bois, production de plantes forestières, il y a beaucoup à faire au Québec dans ce sens-là. Puis les 2 milliards d'arbres, volet autochtone et le volet régulé, pourrait, si c'est bien orienté, d'ailleurs, bien orienté, pourrait jouer un rôle effectif, mais quand même, il faut faire un meilleur management et il faut conserver plus. Je pense pas que la production est rendue là pour accepter, c'est-à-dire faire face à ce déploiement-là, le déploiement de ce type de programme-là. Parce que déjà, on en manque là, dans certains projets où il faudrait pouvoir réserver les plantations d'avance. Ce n'est pas nécessairement dans la culture actuelle. Puis d'autre part, on parle de financement d'arbres, mais moi, comme concepteur, j'ai besoin de beaucoup plus que ça là, pour atteindre les objectifs des phytotechnologies. Là, comme concepteur, j'ai besoin de plantes pour contrer l'érosion, pour d'une certaine hauteur, un certain gabarit à la plantation, un certain gabarit à maturité. De voir aussi en termes de diversité en haut de l'anneau, en bas de l'anneau. Donc, je m'assure aussi de la sécurité, de la visibilité. Donc, on a besoin d'une diversité de plantes pour rencontrer tous nos objectifs. Donc, je comprends l'effet de vouloir planter à grand déploiement, mais d'une part, je ne pense pas qu'on ait les ressources là, à court, moyen terme, puis d'autre part, on devrait préparer là, un petit peu plus pour rencontrer nos objectifs respectifs en termes de phytotechnologie. Je suis quand même personnellement contente qu'on parle de cette question-là parce que je m'y intéresse particulièrement chez Québec vert. Là. On travaille beaucoup sur l'arrimage entre l'offre et la demande de végétaux, donc justement au niveau des grands donneurs d'ouvrages, puis des gens qui font la production, la commercialisation des végétaux. Puis c'est certain qu'il y a une nécessité actuellement non seulement d'accroître la production, puis pas juste des arbres, mais aussi des vivaces, des arbustes, mais aussi de l'adapter. Donc, on ne plante pas nécessairement le même type de végétaux qu'autrefois, on ne recherche pas les mêmes fonctions, on ne recherche pas les mêmes caractéristiques des végétaux. Puis, je pense qu'une des choses qu'il va falloir mettre en place si on veut augmenter cette production-là, c'est un certain partage de risques, dans le sens où c'est extrêmement risqué pour le producteur de changer ses façons de faire, d'accroître sa production, s'il veut aller chercher des nouvelles terres et tout ça, s'il n'y a pas ses commandes à l'avance. Bref, il y a un paquet d'incertitudes qui est lié à ça. Donc, je pense que autant le fédéral peut financer des projets de plantation, je pense que le gouvernement devrait s'impliquer dans le développement de la production végétale au Québec.
Puis, donc, même chose, il y a plus de communication à y avoir aussi entre les gens qui achètent les végétaux puis les gens qui les produisent, parce que souvent, ils sont tout simplement, tu sais, malheureusement, je pense pas qu'il y en a tellement parmi eux qui soient présents aujourd'hui. Donc, nous, on parle de nos projets, on sait au niveau de la conception qu'est-ce qu'on veut implanter et tout ça, mais eux sont pas au courant nécessairement de ça, là. Donc, il faut vraiment établir des ponts de communication. Puis, c'est sur ça, sur quoi, on travaille. D'essayer de trouver des mécanismes qui pourraient favoriser là, une meilleure communication entre producteurs et acheteurs. Mais il y a assurément là, un gros travail à faire de ce niveau-là. Ouais. On va faire, avant de passer aux questions publiques, on va faire un dernier tour de table. Il y a 3 tables, mais c'est pas grave. L'avenir du développement des phytotechnologies de grande envergure, donc, je vous demandais un tour de rôle, là, rapidement, de donner où est-ce que vous espéreriez qu'on en soit rendu dans 10 ou 20 ans, et particulièrement en lien avec le domaine que vous représentez ou l'institution que vous représentez. Michel. Je peux commencer. C'est sûr qu'on souhaite tous que ce soit des approches qui soient davantage favorisées pour entreprendre des corrections à l'égard de problèmes environnementaux pour les villes ou à l'extérieur, en milieu périurbain. Alors moi, c'est sûr que je souhaite que cette lancée-là, qu'on sent quand même, se poursuive et que les technologies les phytotechnologies pour lesquelles on est encore réfractaire, et là je parle plus de ce que moi je connais, donc le traitement des sols contaminés par des approches vertes, qu'on puisse considérer tous les autres bénéfices qui sont créés par les approches de phytotechnologie pour le traitement des sols contaminés. Moi, j'en fais état souvent, mais ça ne semble pas être des critères qui sont considérés. Puis on a une vision très, très, très ingénieure, dans le mauvais sens du mot, là, pour la décontamination. Puis Joe Pépine, là, qui s'improvise, qui est capable d'excaver un sol aujourd'hui, puis demain aller le porter ailleurs. Et il a toujours plus d'avantages encore aujourd'hui. Et c'est un peu dommage, là, parce qu'on considère l'efficacité, la rapidité, puis la garantie. Puis je pense dans 10 ans, on sera en 2034. J'espère qu'en 2034, on aura d'autres considérations pour ce genre de problématique-là. Oui, qu'est-ce que je pourrais souhaiter? Évidemment, c'est le fait de considérer, j'espère qu'on puisse considérer systématiquement ces solutions-là comme étant des solutions qui sont viables et qui sont efficaces. Qu'on n'ait pas toujours à se poser la question « Ah, mais ça va-tu marcher ou ça va-tu coûter plus cher? » Non, ça fait partie des solutions, puis ça devrait être toujours évalué comme étant une solution viable, puis qu'il n'y ait pas de frein de mise en œuvre qui soit lié à la planification. Donc, ça devrait déjà être intégré dans les outils de planification. Ça devrait faire partie des actifs qu'on intègre à notre gestion des actifs. Ça devrait faire partie des projets qui sont immobilisables au niveau des municipalités. Ça devrait faire partie des techniques qui sont supportées par la réglementation municipale. Donc, que tout cet écosystème-là se mette en place pour que la question ne se pose même plus quand vient le temps de faire un projet. Oui, la phytotechnologie, c'est une des options qui est sur la table par défaut. Donc, je pense que cette systématisation-là, un petit peu, puis cette mise en place là, de l'écosystème entourant l'intégration des phytotechnologies dans la planification, je pense que c'est ce que je souhaiterais pour les 10 prochaines années. Dans le domaine de l'aménagement ou dans le domaine de la conception auquel j'appartiens, moi, je pense que j'ai une vision qui privilégie une conception en amont davantage, plutôt que... puis j'ai en tête aussi le domaine du développement résidentiel pour lequel je me suis intéressée depuis plus d'une dizaine d'années. Je vois où les solutions viennent dès la conception s'entrelacer entre les habitations où on pense à des solutions plus, des micro-interventions un peu partout, plutôt qu'une solution, comme avec
persister l'approche conventionnelle, là, le bassin de rétention dans un coin, le 10% pour fin de parc, par exemple, mais qu'on sort un petit peu de ce carcan-là et puis qu'on prend l'opportunité d'implanter puis de prévoir à l'avance toutes les solutions phytotechnologie, nous, jardin de biorétention, corridor, puis amener la nature, faire partager nos concitoyens une nature plus près dans leur quotidien. Donc, je pense que ce serait une vision plus qui permettrait d'accélérer les phytotechnologies à grande échelle. La question n'est pas facile, surtout quand on passe 4e, on n'a plus grand-chose à dire. Mais je rejoins aussi mes collègues là, dans la systématisation de ce type d'infrastructure à l'échelle de la ville. Si je me place d'un point de vue très personnel, c'est là où je me suis posé la question. J'espère que mon équipe n'existera plus, en fait, parce qu'elle ne sera plus nécessaire. Vraiment, la gestion de l'eau, les infrastructures vertes seront intégrées de façon systématique dans tous les services. Tout le monde sera rendu expert à la ville. Il n'y aura plus besoin d'une courroie de transmission entre les différentes parties prenantes pour être capable de s'intégrer. Donc, je souhaite notre fin. On souhaite quand même que tu gardes ta job, là. Les villes ont montré de leadership, surtout pendant l'époque Harper, et dans la lutte contre le changement climatique et aussi l'adaptation, le virage vers des villes résilientes. Donc, j'espère dans 10-15 ans, cette leadership que nous voyons ici là, va continuer, justement, et que vous allez peut-être devenir redondante, que la communauté eux-mêmes. Mais en dehors des villes, donc, si on parle d'atténuation, c'est là où ça joue. Donc, on a malheureusement la catastrophe qu'on est en train de vivre dans la zone boréale, ça affecte tout le monde. Et ça affecte pas juste les communautés qui vivent là, autochtones et non-autochtones, mais ça nous affecte tous sur la planète. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire dans 10-15 ans pour restaurer des centaines de milliers de hectares qui ont été détruits par le feu. Il faut bâtir de résilience, il faut bâtir les coupe-feu qui sont eux-mêmes résilientes. J'espère qu'on va faire ça. J'espère que donc, les jeunes ici dans la salle vont être impliqués dans des recherches appliquées pour trouver, jumeler la science autochtone et la science moderne pour servir justement cette démarche. Et on espère qu'on va faire meilleure gestion de nos forêts qui restent. Donc, et dans 25 ans, j'espère que Daniel, que je serai capable d'aller avec toi entailler les arables sous qu'on a plantés la fin de semaine passée sur la terre de Hervé Bellevaux, que je lui ai promis ça. Donc, voilà mon vœu personnel. Bien, on va savoir les réponses à ces questions-là. Là, je vous ai invité lors du 28e et du 38e colloque de la SQP. C'est là qu'on va vérifier, voir où est-ce qu'on en est. En attendant, ceux qui auraient des questions, s'il vous plaît, avancez-vous au micro, mettez-vous des 2 micros, vous pouvez vous mettre à la ligne, nommez-vous et votre question ou votre commentaire et, si possible, à qui, si ça s'adresse à une personne ou si ça s'adresse au panel en entier. Bonjour, Marie-Ève, étudiante en horticulture urbaine au Centre de formation horticole de Laval. Madame Fredette et Madame Duguay en ont parlé dans la dernière question, le dernier point. Ça concerne un peu le financement, dans le fond. C'est une question, commentaire, idée, là, c'est comme ça. Je réfléchissais puis je me disais, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller chercher du financement privé? Je pense aux grandes entreprises qui ont des sièges sociaux en milieu urbain, qui cherchent à acheter des crédits carbone. Est-ce qu'elles pourraient développer des projets de phytorémédiation en milieu urbain, donc au lieu simplement d'acheter des crédits carbone, donc directement dans leur milieu? Je me questionne, est-ce que ça serait intéressant d'avoir des réglementations à ce sujet-là dans les projets LEED, donc des crédits et puis une obligation d'avoir une expertise, soit des horticulteurs ou des architectes paysagistes dans les firmes directement pour intégrer les végétaux, la phytorémédiation et les phytotechnologies dans la construction de
ces sièges sociaux ou dans les... Des fois, c'est déjà construit, là, mais dans leur milieu directement. Voilà. Ça s'adresse à qui veut bien répondre. Mais je peux donner un élément de réponse. En fait, je pense que ton commentaire est très pertinent. Il y a effectivement beaucoup de potentiel au niveau des institutions pour s'impliquer dans la démarche et le déploiement des phytotechnologies. Donc, ça revient encore un peu à l'aspect de sensibilisation que je mentionnais, c'est d'aller les chercher, ces entreprises-là. Elles ne le feront pas si elles n'ont pas d'accompagnement pour le faire, si elles ne voient pas un bénéfice. Donc, il y a comme tout un accompagnement qui doit être développé. Je pense par exemple, à Ville-Éponge, ils ont fait un beau travail là-dessus, d'aller chercher les promoteurs immobiliers, d'aller chercher les institutions, puis leur dire, bien, regardez, on va en faire de la gestion des eaux pluviales, on va vous montrer comment faire, on va vous montrer comment aller chercher du financement. Vous voulez investir dans un projet, bien parfait, donnez-nous de l'argent. Nous, on va aller faire des projets dans des cours d'école, ce genre de choses-là. Donc, je pense que ça passe un peu par des organismes comme ça qui vont pouvoir venir faire le pont entre ces institutions-là puis le marché. Assurément, si on développe un marché du carbone, mais encore une fois, ça va prendre un organisme. On parlait de carbone riverain tout à l'heure. C'est pas le fermier, l'agriculteur qui va aller faire la démarche pour faire compenser sa bande riveraine pour des crédits carbone. C'est vraiment parce qu'il est accompagné par l'organisme Arbre Évolution que ça fonctionne. T'sais. Donc, il y a vraiment cette nécessité-là. Puis pour ce qui est de la réglementation, ben là, je suis pas sûre exactement c'était quoi la question par rapport à la réglementation, mais assurément qu'il y a des aspects de réglementation qui peuvent être adaptés pour intégrer davantage la phytotechnologie là, dans les projets. Il y a beaucoup de municipalités qui revoient actuellement leur règlement d'urbanisme, puis dans lesquels soit ils obligent, soit ils encouragent les différentes approches de phytotechnologie, que ce soit les toits verts, la végétalisation et tout ça. Donc voilà, ça serait ma réponse. Peut-être que je compléterai dans tout ce qui est justement financement, écofiscalité. Pour moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on est encore peu avancé dans ces réflexions, mais qu'il y a matière justement à beaucoup de travail là-dessus pour ces mécanismes de financement. Pour ce qui est de la réglementation, c'est extrêmement difficile quand même d'arriver à travailler sur de la réglementation, puis on travaille justement avec nos collègues du service de l'urbanisme sur le plan d'urbanisme, avec nos collègues d'arrondissement, tu parlais tout à l'heure de résilience climatique, puis je fais écho un peu à Michel tout à l'heure. Dans la difficulté avec la réglementation, c'est de réglementer pour tous, mais pas de limiter l'innovation. Puis là, c'est là où c'est vraiment complexe d'arriver à faire ça. D'où des fois les certifications, comme la certification LEED, justement, qui est plus incitative, peut être peut-être un meilleur outil. Puis pour la dernière mention sur les clauses, pour être capable de s'assurer que les professionnels soient compétents. Il y en a de plus en plus, justement, de ces clauses-là qui sont intégrées. Par contre, on est encore des fois, puis là encore, je vais taper un petit peu sur l'ingénieur, je vais me permettre dans cette culture, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure la culture de l'ingénieur versus l'audace et l'humilité. On sort d'un comité, certaines se reconnaîtront, où c'est encore difficile de faire comprendre à l'ingénieur qu'il faut quelqu'un spécialisé en végétaux pour être capable de faire des phytotechnologies. Puis qu'un ingénieur se sent la compétence de spécifier des végétaux à l'intérieur des phytotechnologies. Donc, même là, il y a encore un travail d'appréciation puis d'humilité, justement, à faire là pour bien comprendre que ça demande tellement de diversité de professionnels pour faire des beaux projets. Donc, ça serait bien que ça parte justement des donneurs d'ouvrage pour bien clairement lancer ce signal. Monsieur? Oui. Alors, Shakib Ben Hamdan, je travaille toujours à la Ville de Montréal depuis ce matin, ça n'a pas changé. Encore une fois, vous m'excuserez, je m'étais posé comme limite 2 questions, une le matin, une le soir, et ce n'est même pas une question, c'est une intervention. Donc, je reprends le titre, encore une fois, déploiement à grande échelle. Je le trouve très bien et je le partage, dans le sens où, effectivement, toutes ces actions, même si elles sont locales, c'est à grande échelle que ça se voit, à l'échelle du territoire et du grand paysage. Par contre, ça pose une question dans le sens où, pour moi, il y a un obstacle majeur à ce déploiement, il n'a pas été traité, il ne sera jamais traité, parce qu'il nous dépasse un peu, c'est celui du foncier, la question du foncier. Jusqu'à preuve du contraire, pour planter un arbre, pour réaliser des projets, il faut des mètres carrés.
Or, aujourd'hui, cette question est liée au développement urbain et au mode de développement urbain, donc à nos choix de développement urbain et de tissu urbain. Et ils sont mauvais, hein. En Amérique du Nord comme ailleurs, ils sont très mauvais actuellement. En tout cas, ils ne correspondent pas à ce qu'on se pose comme objectif, pas seulement en intégration des phytotechnologies, mais vraiment en lutte au changement climatique et autres. Et le vrai problème, c'est que cette question du développement urbain et du foncier, aujourd'hui, elle est dictée par des logiques immobilières, c'est-à-dire que c'est les promoteurs immobiliers qui développent. Et ces promoteurs immobiliers vendent des mètres carrés habitables et non pas des mètres carrés d'espace vert. Et c'est là où est le nœud du problème, selon moi. Oui, ben j'ajouterais en appui à ce commentaire que, puis ça a été mentionné, je pense, par Chloé, il y a quand même certains, même si le promoteur immobilier, puis on en a reçu à notre dernier colloque de l'association l'an dernier, même si le promoteur immobilier est motivé, il a voyagé, il est allé en Europe, il est convaincu, il revient à la maison et puis il veut déployer là, son développement résidentiel, mais il n'y a rien vraiment ou très peu d'encouragement du point de vue des règlements urbanistiques qui va appuyer ces efforts. Il le fait quasiment, c'est quasiment un acte de foi là, dans certains cas. Donc, la réglementation urbanistique n'est pas très restrictive ou favorise l'innovation en ce sens-là. Puis, je rejoins votre commentaire là, dans ce que j'ai dit par rapport au design urbain, ou à entrelacer le verdissement au travers là, des habitations. Monsieur? Bonjour, Hugo de Grotte, Eureka Environnement. Je suis ingénieur. Je fais une intervention par année, en général c'est pour ça. Bon, première chose, merci beaucoup pour tous les points de vue. Nous, on est confrontés à tous ces problématiques-là, et notamment au niveau de la réglementation provinciale pour tout ce qui est traitement des eaux. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais de la gestion globale de l'eau, on va dire ça comme ça, et passionné de phytotechnologie. J'ai aussi la chance d'avoir la possibilité d'enseigner. Et tout à l'heure, on parlait des ingénieurs qui connaissent pas les plantes. On parle aussi des architectes de paysage qui connaissent pas l'ingénierie. Moi, le plus gros problème que je vois aujourd'hui en tant que chargé de cours, c'est ce cloisonnement universitaire qui vient bloquer énormément de choses. On a très très peu de passerelles sur la possibilité entre faire, comme Clémence l'a présenté tout à l'heure, on voit bien que le génie végétal est à l'intersection de plusieurs domaines, 3 principaux. Et effectivement, cette culture de l'ingénieur, je suis d'accord avec toi Marie, mais je vous dirais qu'il ne faut pas négliger non plus, que soit l'ingénieur ou un autre domaine, un autre professionnel, la capacité d'apprendre et de développer. Et je le vois avec les gens, comme Madame disait, présidente de l'Ordre des architectes paysagistes du Québec, je vois autant de difficultés de communication que de difficultés de connaissance, que de difficultés de volonté de changer. Ça arrive que sur certains projets, il n'y a pas de budget pour l'architecture de paysage. Nous, on sait qu'on en prévoit toujours un petit peu parce qu'on a des partenaires à qui on peut demander des conseils. Mais ça arrive aussi qu'on essaye de se faire aider directement par la ville, mais on a ce réflexe-là. On a un problème de formation universitaire, on a un problème de communication entre les différentes personnes présentes ici, puis je suis content de voir autant d'ingénieurs et d'architectes paysagistes et de paysagistes à la SQP. On en discutait avec une autre participante tout à l'heure qu'on est un des rares salons colloques au Québec qui réunit uniquement des professionnels et pas de vendeurs. Et ça, c'est quand même très très important. Et c'est ça, ces défis-là, c'est ceux-là que je veux vous demander. Comment on fait de votre côté? Parce que moi, j'essaye de naviguer là-dedans, mais quels sont les leviers qu'on va mettre en place pour que cette nouvelle génération qui arrive, qu'on a éduquée sur l'environnement, on leur donne les moyens et les outils pour arriver à développer ce qu'on veut dans 10 ans. Merci. Je pense qu'un des aspects que tu mentionnes, c'est définitivement la formation. Là. Donc, je pense que ça prend vraiment une réflexion globale sur la formation. Après, c'est de déterminer qui sont les acteurs qui vont devoir avoir cette réflexion-là, puis comment ça va se transposer dans les différents programmes de formation. Parce que, oui, on peut faire de la formation continue
mais ça a quand même ses limites. Je pense qu'il faut vraiment aller en profondeur puis revoir les programmes de formation initiale. Moi, je pense que, par exemple, un bac en génie de l'environnement ou en génie écologique, peu importe comment on l'appelle, serait quelque chose qui manque ici au Québec, puis qui pourrait assurément être pertinent. Mais ça reste que c'est difficile. Chacun garde sa compétence, puis à vouloir être connaissant dans tous les domaines, on perd un peu son expertise. Donc, je pense que c'est aussi la question de... C'est correct que chaque personne ait son expertise, mais comment qu'on mélange mieux les connaissances ensemble. Puis le commentaire de la participante précédente était intéressant. Est-ce que c'est... là, je comprends au niveau des budgets, tu n'as pas nécessairement toujours le budget pour engager 2 firmes, une firme d'ingénierie puis une firme d'architecture de paysage, mais à ce moment-là, pourquoi la firme d'ingénierie n'a pas des architectes de paysage à l'intérieur même de la firme pour créer des projets qui sont vraiment complémentaires puis multidisciplinaires? Donc, voici mes petits aspects de réflexion par rapport à la question-là. Effectivement, ça prend des professionnels compétents. Puis ça commence par le volet académique, tout à fait. Ça se poursuit en maintien des acquis, puis en programme de formation continue au sein des ordres et des associations. Nous, à l'association, évidemment, on est en train de le mettre sur pied. On a démarré cette année. Puis on vise là, un déploiement d'un programme de formation continu en 2025, potentiellement. Donc, puis à l'intérieur des projets, ça prend une coordination exemplaire également. Pas nécessairement être dans le jugement, mais accepter qu'on a tous des niveaux de connaissance d'un certain niveau, puis qu'on est là aussi pour travailler en équipe. On a des expériences multiples. Il y a des projets qui ont plus ou moins fonctionné. Marie parlait du nivellement de ces saillies. Bon, ben, c'est ça. C'était nouveau aussi, là, dans les premières années. Maintenant, on commence à avoir des professionnels qui ont beaucoup d'expérience parce qu'ils en ont fait beaucoup, les programmes ayant aidé. Mais moi, je pense que je renchéris là, sur la formation. C'est de promouvoir la formation par les ordres, les associations. Oui, je n'ai pas vraiment de réponse intelligente en fait, mais c'est sûr que... puis là, je suis un tout petit peu en désaccord avec toi, Chloé, sur un élément, c'est que à force de vouloir être bon dans tout, on est mauvais... bref, on est mauvais en tout. J'ai l'impression qu'au bac, de toute manière, ça donne juste une vision générale de ce qu'on apprend. Je veux dire, concrètement, à l'université, moi, quand je suis sortie de l'université, je savais presque rien. Finalement, tu apprends sur le tas et c'est là que tu gagnes ton expertise vraiment. Donc, ce qui serait super intéressant, c'est que tu es en génie. Bon, bah, tu dois aller faire 10% de tes cours à la faculté d'aménagement. Tu es en aménagement, tu vas faire 10% de tes cours au génie. Donc, ça serait excellent. Par contre, je ne connais pas du tout les leviers universitaires pour être capable de changer ça. J'étais dans une table ronde la semaine dernière, justement, à l'ETS. Et là où se plaignaient aussi les professeurs et les étudiants, c'était le fait que tout ce qui est changement climatique n'est pas enseigné non plus très concrètement dans les universités. Donc, le problème semblait énorme, justement, en termes de formation, là, mais je n'ai pas de réponse intelligente, je ne connais pas assez les leviers. Je pourrais ajouter un détail que M. De Groot n'a pas donné, c'est que dans le traitement des eaux, c'est un domaine exclusif à l'ingénierie. Donc, c'est l'ingénieur qui doit faire le traitement des eaux. Il y a juste un cours où on parle suffisamment de marais filtrants par un ingénieur au Québec, c'est M. De Groot qui l'enseigne. Alors qu'à l'École polytechnique de Montréal, qui forme beaucoup d'ingénieurs sur le traitement d'eau, il n'y a aucun cours, on ne parle pas de marais filtrants. Alors, comment on veut développer les marais filtrants au Québec si on ne forme pas les ingénieurs là-dessus? On a le temps pour une dernière question. Bonjour à tous, Manuel Cisneros, architecte, designer urbain chez CID Architecture et aussi membre du GTTV. Merci pour les présentations aujourd'hui. J'aimerais
parce qu'on parle de déploiement à grande échelle, j'aimerais qu'on parle de connectivité, parce qu'on a encore parlé aujourd'hui beaucoup de projets ponctuels, et le grand défi, ça va être de reconnecter tous ces habitats naturels qui ont été fragmentés en milieu urbain. Donc, on va passer des plans directeurs sur la connectivité biodiversité, surtout sur la canopée aérienne, mais pas sur la connectivité des sols en santé et de toute la strate au sol. Si on faisait un exercice de prospective, si vous pouvez mettre de côté non seulement la réglementation, l'aspect financier et foncier, qu'est-ce que vous feriez à l'échelle de la ville pour reconnecter les habitats naturels si vous pouviez transformer une rue sur deux en forêt linéaire, en rivière, en ruisseau, et peut-être même juste faire ressortir tout ce réseau hydrographique-là qui existe en dessous des rues? Bien, il y a déjà eu le développement des ruelles. Moi, je trouve qu'il a été quand même vraiment intéressant, là. Puis c'est comme ça que ça a parti aussi. Puis ça a parti avec l'implication des citoyens qui voulaient être en contact davantage avec la nature, s'approprier l'espace. Donc, tout ce qui favorise dans le développement urbain l'implantation de corridors. Puis il y a eu des belles interventions aussi. J'oublie son nom. Mais oui, moi je pense que favoriser les servitudes écologiques, les nous le long des rues, favoriser l'implantation de ruelles vertes, et évidemment poursuivre cet élan-là. Bien, c'est une question qui est très difficile là, parce qu'effectivement, on peut beaucoup parler de connectivité, mais en milieu très bâti, ça devient difficile de faire autre chose que des pas japonais, tu sais, qu'on appelle, qui vont sauter d'un milieu à l'autre, mais de faire de la connectivité pure et dure, là, puis tu parlais même du sol, donc ça devient extrêmement difficile. Si je peux apporter un élément de réponse, peut-être se tourner du côté du privé. Il y a beaucoup de terrains privés qui pourraient être mis à contribution, je pense. Donc, je ne sais pas de quelle façon la municipalité pourrait aller jouer sur ces terrains-là. Il y a toujours un enjeu, évidemment, de propriété qu'on n'arrivera pas à surmonter. Mais ça reste que c'est des espaces qui sont disponibles pour faire des projets de connectivité, bien, qui sont disponibles, entre guillemets, là. Mais c'est ça, qui sont là, puis qui pourraient être utilisés pour mettre à profit des corridors de biodiversité, parce que si on se focus exclusivement sur le milieu municipal, bien, déjà, on vient limiter la quantité d'espace disponible, puis la connectivité qui est possible. Donc, peut-être se tourner du côté du privé. Mais c'est pour ça que je parlais de prospective sans les réglementations et autres, parce que finalement, on sait que la ville a été construite pour les voitures et pour les routes, mais ça risque de changer dans les prochaines années. Donc, peut-être qu'on aura de la place justement pour transformer les rues en quelque chose d'autre qu'une trame pour les voitures, mais plutôt créer une armature beaucoup plus forte en termes de biodiversité dans la ville. Bien, puis c'est intéressant aussi, tu sais, justement, je ne sais pas si c'est utopique de penser qu'on va transformer une rue sur deux, mais c'est très intéressant de le penser, là, puis de réfléchir à ça, mais assurément que de créer des corridors de mobilité active, puis d'associer ces corridors-là à des corridors de végétation, je pense que ça pourrait être quelque chose d'extrêmement faisable et réaliste. Puis ça a un paquet de bénéfices pour la sécurité routière, etc., ce qui fait que potentiellement, ça pourrait être plus facile d'application. Donc oui, effectivement, c'est un avenue potentiel. Là. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation, de nous avoir éclairé de vos lumières. Oui.